Mesdames, Messieurs, je remercierai à tous les élus de bien vouloir s'asseoir, qu'on puisse commencer. Mesdames, Messieurs, je me permets d'ouvrir donc ce conseil syndical du syndicat du 9 juillet. Merci à toutes et tous pour votre présence et je laisse la parole au directeur général pour l'appel. Madame la directrice. Monsieur André, Monsieur Becker, Monsieur Collin a donné procuration à Monsieur Weiss, Monsieur Ferrero, Madame Herfeld, Madame Caspar-Cotroupi, Monsieur Lucchini, Monsieur Méléo, pardon, Madame Pouget, Monsieur Postal, Madame Renaud, Monsieur Schitz, Madame Schneider, Monsieur Schreiber, Monsieur Schulz, Monsieur Vénan, Monsieur Weiss, donc qui a procuration de Monsieur Collin, Monsieur Ziegler, Monsieur Barillaro, Monsieur Bernardi a donné procuration, Madame B, Monsieur Corazza a donné procuration, Madame Dess, Monsieur Dick, Monsieur Deutsch, Monsieur Angelman, Madame Griot, Madame Attry, qui a procuration de Monsieur Bernardi, Monsieur Olsenburger, Monsieur Jurzac, qui a procuration de Monsieur Corazza, Monsieur Medves, Madame Mention, Madame Rebstock-Pina, Madame Schutz, Madame Acker, absente, Monsieur Balserzac, qui a procuration de Monsieur Robinet, Monsieur Bord, absent, Monsieur Gameau, qui a procuration de Monsieur Corman, Monsieur Erga, qui a procuration de Monsieur Bord, Monsieur Corman, donc absent, Madame Langmar, absente, Monsieur Lorenz, qui a procuration de Monsieur Reich, Monsieur Mathieu, Monsieur Paquet, qui a procuration de Madame Langmar, Monsieur Reich, absent, Monsieur Robinet, absent, Monsieur Zener, qui a procuration de Madame Acker, Monsieur Brusco, Madame Fattorelli, absente, Monsieur German, Monsieur Philippe, qui a procuration de Madame Fattorelli, Monsieur Abat, Monsieur Freiburger, Madame Poli, Madame Wetzel, absente, Monsieur Fradella, qui a procuration de Madame Kowalczyk, Monsieur Segura, qui a procuration de Madame Wetzel, Madame Kowalczyk, absente, Monsieur Chivre, qui a procuration de Monsieur Tacconi et Monsieur Tacconi, absent. Merci, merci à vous. Nous allons commencer, mesdames, messieurs, par le secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un volontaire qui est le plus jeune présent ici? Je ne sais pas si c'est pas... Oui, je ne peux pas malheureusement. Je ne sais pas si c'est Monsieur Barillaro, secrétaire de séance. C'est bon pour vous? Pas de souci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie toutes et tous. Mesdames, Messieurs, je commencerai en propos introductifs de ce comité syndical par rappeler un peu les discussions. Et on peut commencer par ouvrir ce débat qui me semble important sur l'avenir de notre syndicat. Syndicat de mobilité qui est un peu, et on le sait puisqu'on a déjà eu ce point lors du débat d'orientation budgétaire qui avait été présenté, puis lors du vote du budget, nous avions eu à discuter de ces questions de périmètre. Et j'aimerais donner effectivement l'information à l'Assemblée syndicale et entendre les interventions des uns et des autres. J'ai cru comprendre que certains voulaient intervenir à ce sujet pour rappeler la dynamique et les démarches qui sont en cours concernant
l'évolution du périmètre du syndicat. Vous rappelez évidemment la perspective que nous avons essayé jusqu'ici avec l'ensemble des présidents de PCI composant le syndicat SMITU. Nous avons essayé de travailler et je remercie évidemment l'ensemble des territoires associés du syndicat pour la bienveillance des propos et l'enjeu bien compris de la mobilité du territoire Nord-Moselle que nous représentons tous. Puisqu'effectivement, et c'est l'enjeu des usagers évidemment qui se joue aujourd'hui, le SMITU est évidemment dans une croisée des chemins. Il y a un territoire pour lequel une ville va devoir sortir. Et il y a 4 territoires qui sont en négociation aujourd'hui et en discussion pour un positionnement, j'allais dire, d'élargissement aujourd'hui. Je tiens à annoncer, et nous aurons à voter en septembre prochain une modification des statuts lors du prochain conseil syndical de septembre. Nous aurons à travailler et à voter sur une modification statutaire qui inclut de nombreuses choses. Nous n'avons pas pu le faire ce 9 juillet pour une raison assez bête, c'est que autant l'élargissement du périmètre est possible sans étude d'impact, autant nous avions l'obligation de faire une étude d'impact préalable pour la sortie d'une des composantes du syndicat. Donc je parle évidemment de la ville de Gandrange qui est dans la discussion statutaire, doit nécessairement sortir, et la négociation avait été préalablement faite avec le représentant, M. Frey-Burger, qui est présent. Donc nous n'avons pas pu avoir cette étude d'impact pour ce conseil syndical. C'est ce qui fait que nous n'avons pas eu ce vote aujourd'hui. Néanmoins, ça nous laisse le temps et la perspective pour continuer durant cet été les discussions qui sont encore nécessaires. Je crois néanmoins que les choses vont dans le bon sens, puisque plusieurs courriers ont été échangés avec l'ensemble des présidents de PCI. L'ensemble de vos EPCI ont été contactés, je tiens à le dire et à le redire au conseil syndical, avec des engagements réciproques de ce qui pourrait nous amener en termes de composition, notamment de l'Assemblée future dans le cadre des statuts, de ce qui pourrait être le bon équilibre de la gouvernance. Également la question des engagements liés au réseau pour l'ensemble des futurs périmètres au sein même du périmètre du SMITU et de l'ensemble des territoires, puisqu'il y a des engagements partagés et il y a un enjeu évidemment financier. Je rappelle que l'engagement financier que le SMITU et le syndicat a pu prendre était évidemment auprès de chacun des territoires, que chacun paye le juste prix du service qui est le sien sur son territoire. Alors c'est un élément de langage important néanmoins, puisque toutes les composantes ont exigé la même chose, c'est que globalement à travers les adhésions, à travers la réalisation et le versement transport majoré qui vient des territoires, on puisse avoir bien sûr une logique de solidarité, ça c'est un fait, mais qu'il puisse aussi et surtout y avoir un juste prix du transport payé par rapport aux services réels sur ce territoire. Donc c'est un engagement que j'ai pu prendre dans les courriers que nous avons pu envoyer à l'ensemble de ces composantes et à l'ensemble des présidents de PCI. Je le dis, mais je pense que chacun pourra le rappeler, nous avons des évolutions, notamment sur 2 territoires où des délibérations de principe ont été prises et qui vont dans le sens de l'extension. Et je m'enorgueillis de voir aujourd'hui que nous sommes dans une dynamique constructive, favorable, et j'espère que nous arriverons maintenant à alimenter et à travailler à ce beau projet. Je rappelle que ce qui nous oblige aujourd'hui, c'est la recomposition du réseau de transport et cette question de la mobilité qui est si importante sur le secteur Nord-Moselle. Je rappelle que le SERM, le Service Express Régional Métropolitain, oblige à structurer la gouvernance des mobilités. Je rappelle qu'on est quand même dans des grands enjeux de mobilité qui nous dépassent un petit peu toutes et tous, qui dépassent la notion de PCI, voire de territoire, puisque, je reprends le grand débat sur la 31 bis et que ses conséquences sur le territoire, ou le développement des haltes ferroviaires, qui sont de longs débats, mais qui connaissent aujourd'hui peut-être une concrétisation plus ou moins rapide, en fonction des évolutions gouvernementales. Ça, c'est un fait que nous ne maîtrisons pas, évidemment. Mais en tout cas, dans les dynamiques telles qu'elles étaient engagées, telles qu'elles sont engagées,
nous sommes obligés de nous structurer et en tout cas le syndicat prend sa part et cette gouvernance prend sa part d'essayer d'encourager des débats favorables et un compromis favorable à l'ensemble des territoires. On pourra aller dans le détail si certains veulent que nous rappelons les engagements des uns et des autres, territoire par territoire, devant cette Assemblée. Si on peut se l'éviter, c'est bien aussi, puisque chacun des territoires a pu recevoir les courriers et peut les rappeler EPCI par EPCI. Alors, sur ce débat autour de l'extension, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des prises de parole? Monsieur Paquet? Un micro pour... Non. Au SMITU à compter du 1er janvier 2025. C'est 2025. Oui. C'est une délibération, bien sûr, d'intention sur laquelle il faudra qu'on ait un positionnement officiel de la part du SMITU sur les 3 ou 4 questions dont nous avons déjà en partie des engagements du SMITU, mais nous voulons maintenant des engagements officiels quant aux réponses à ces différentes questions. En tous les cas, à l'unanimité, hier soir, l'ensemble des élus de la Comcom, de Cattenom et environ, ont souhaité s'inscrire dans le fait de rejoindre toutes les communes, le SMITU, au 1er janvier 2025. Merci Monsieur Paquet et merci à l'ensemble des représentants de la CCCE. Je crois que cet esprit constructif et voilà, ce que vous venez de dire et de rappeler, et en tout cas les délibérations et les faits juridiques prouvent que nous sommes dans une démarche territoriale qui va vers une union, ou en tout cas vers une démarche constructive pour notre territoire et pour l'ensemble des sujets de mobilité. Je rappelle aussi, sauf si, je ne sais pas si les représentants de la CPHVA veulent le dire, mais qu'il y a eu aussi des délibérations, je crois, dans les communes. Vous voulez peut-être en rajouter l'un ou l'autre? Non. C'est ça. Donc effectivement, l'ensemble des communes mosellanes de la CCPHVA ont pris des délibérations communales pour demander l'adhésion au SMITU également. Donc des délibérations de principe qui ne sont pas encore juridiquement valables puisque nous n'avons pas entamé la démarche statutaire. Et je rappelle qu'à partir de la délibération du mois de septembre statutaire, qui nous amènera à modifier de nombreuses choses, la gouvernance, la question du nom, la question du périmètre, pour prendre acte des différentes évolutions du périmètre. Je rappelle entrée et sortie, puisqu'il y a quand même une sortie. La composition financière des contributions, puisque nous devons intégrer les modifications des contributions que nous avions votées dans le budget, pour intégrer la contribution supplémentaire que nous avions mis au budget, mais qui n'était pas prévue dans les statuts. Donc nous aurons à régulariser cette contribution. Et nous aurons ensuite 3 mois dans nos instances délibérantes, je tiens à le dire et à le rappeler, 3 mois dans nos instances délibérantes pour valider cette modification statutaire. Donc ça veut dire qu'à partir du conseil syndical de septembre, il y aura un délai pour pouvoir faire ces délibérations. Le plus vite sera le mieux, je le dis d'autant plus qu'il faudra ensuite avoir la validation du préfet pour pouvoir acter cette modification du périmètre et des statuts. Donc voilà, mesdames, messieurs, en point d'information préalable. Nous n'avons pas de délibération ce soir parce que, je vous dis, il y a cette question d'étude d'impact qui a impacté notre projet de délibération initial. Mais en tout cas, je crois que toutes les composantes et tous les créneaux sont plutôt au vert aujourd'hui pour que nous puissions aller au bout de cette restructuration de la gouvernance des mobilités sur notre territoire. Et je vous en remercie toutes et tous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Monsieur Balcerzac. Oui,
Monsieur le Président, je voudrais prolonger les propos du Président de Michel Paquet et je les rejoins totalement. Et je voudrais dire devant cette Assemblée que ce n'est pas un volte-face. C'est simplement, et je vous en remercie, vous et l'ensemble de votre bureau, l'aboutissement normal de discussions, quelquefois difficiles, mais toujours constructives, avec un objectif fondamental de pouvoir servir tout un bassin de vie. Nous sommes partis de loin, d'une époque où nous n'avions pas de réponse à des questions simples. Et force est de reconnaître que vous avez pris une direction d'écoute, quelquefois difficile dans les dialogues, et on l'a vu ici, dans cette salle aussi, mais c'était normal, c'était le jeu des échanges. À titre personnel, je ne peux que vous en remercier, et je vous dis que la communauté de communes de Cattenom et environ, tel que l'a dit Michel Paquet en tant que président, est très satisfaite de pouvoir contribuer à l'élaboration d'un véritable projet de mobilité sur l'ensemble du territoire, que ce soit urbain, rural ou semi-rural. Merci. Merci à vous. D'autres réactions, d'autres commentaires? Eh ben, je vous remercie en tout cas pour cette discussion préalable à nos délibérations du jour, qui me semblait important pour faire un point. Je rappelle vis-à-vis de l'ensemble des représentants des différents territoires que ce sont des éléments que nous aurons à discuter EPCI par EPCI, puisque c'est bien l'EPCI qui, ayant la compétence mobilité, devra prendre une délibération à partir du mois de septembre pour valider également l'extension. Et chaque territoire et chaque commune, parce qu'il y a aussi des communes qui sont adhérentes au SMITU, devront délibérer soit EPCI par EPCI pour les 4 EPCI, soit commune par commune pour les communes qui sont adhérentes au périmètre à partir de la délibération du mois de septembre. On est bien d'accord, Madame Colno? Merci à tous. Donc nous reprenons, si vous le voulez bien, cet ordre du jour avec voilà, installation de 2 nouveaux délégués. Pardon, oui, je me suis laissé emballer par les débats. Nous avons l'installation de messieurs Corman et Gameau. Oui, Corman et Gameau. Gameau, très bien. Eh bien, très bien. Monsieur Corman et Monsieur Gameau, donc on vous accueille. Bienvenue à vous. Mesdames, Messieurs, nous commençons avec un point sur les subventions abris voyageurs et je laisse la parole à Monsieur Jurzac. Oui, c'est le point 1.3, Monsieur le Président. Projet de délibération qui avait été, qui est aujourd'hui rendu obligatoire du fait qu'on modifie à tout soit peu le règlement des subventions. En sachant que la délibération du 11 mars 2015 prévoyait qu'on demandait des subventions et ensuite on faisait des travaux pour... seulement on avait le droit de faire des travaux. Donc ce qu'il est proposé aujourd'hui, c'est d'adapter la règle concernant le dépôt de dossiers de subvention, c'est-à-dire quand il s'agit de changer un abribus ou même de faire des travaux sur les quais. Et on propose de changer donc cette règle. Il est proposé désormais possible d'engager et réaliser des travaux avant délibération d'attribution de ces subventions par le comité syndical. Donc le versement ne pourra avoir lieu que postérieurement à la délibération du comité syndical et la transmission de tous les documents et justificatifs prévus à cet effet. Donc je vous propose de modifier ce point du règlement. Merci, Monsieur le Vice-président. Je rappelle qu'avec les 2 points qui suivent pour la ville de Bertrange, la ville de Cunchich et le point 6 concernant l'annulation du contentieux, ce sont des délibérations qui nous permettent de régulariser des situations. Et je me permets de le dire aussi, notamment l'annulation du contentieux avec la ville de Gandrange, puisqu'en fait on a bien vu que notre règlement intérieur encourageait des contentieux plus ou moins stupides ou plus ou moins stériles. Et c'est pour ça qu'il était important d'être dans une démarche d'intérêt général et d'intérêt de territoire en accompagnant la démarche des communes. C'est exact, c'est constructif. Et si vous voulez, on passe tout de suite les 2 autres délibérations. Ou est-ce que... Ah, pardon, il y a une demande de... Oui, une demande d'intervention. Oui. Le micro. Ah. Oui, juste un point de détail. Évidemment, je suis content qu'on règle la litige avec la commune de Gandrange
Par contre, régler de cette manière-là un contentieux qui est antérieur à la modification du règlement me semble juridiquement fragile. Voilà. C'est la seule remarque que je voulais faire. Je pense que c'est même pas légal du tout de le faire de cette manière-là. J'entends. Après, j'essaye de trouver... Enfin, je propose à l'Assemblée délibérante, qui peut très bien proposer autre chose, qu'on trouve un règlement politique à un contentieux inutile. Je vais le dire ça comme ça. J'ai commencé en disant que j'étais favorable à ce qu'on trouve une solution. Si la solution est légale, je préfère. On fera un point de légalité. Oui. Après, la question, c'est est-ce que quelqu'un aura intérêt à agir ou est-ce qu'il y aura un déferment? Voilà, c'est une question, on peut se la poser. Ben voilà. J'entends Monsieur Paquet, chacun est dans son positionnement. Sur ce premier point, sur la modification du règlement intérieur déjà, avant de parler de l'annulation du contentieux, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ville de Bertrange, Serge. Ensuite, point 1.4, c'est le projet de délibération, subvention pour l'installation d'abribus et de mise en accessibilité sur la ville de Bertrange. Sachant que pour le montant hors taxe des travaux qui a eu lieu, c'est 15% qui est donné et 3 000 € par abribus. C'est la règle qui a été appliquée depuis 2015. Elle n'a pas changé. Mis à part, c'est le mode d'attribution qui a changé. Et si vous voulez, je passe tout de suite à la délibération suivante, c'est celle concernant la ville de Kunzich. Vas-y, présente-les. Ouais. Non ? Ah, ok, pardon. Ok. Alors, d'accord. Ok, donc pour la ville de Bertrange, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ville de Kunzich. Et on prend acte que monsieur le maire ne participera pas au vote. Pour la ville de Kunzich, c'est la subvention pour l'installation d'arrêt de la rue des Ponts, l'arrêt de Bibiche, un arrêt rue de la Gare et un arrêt rue de la Liberté. Donc 4 arrêts de bus à raison de 3 000 € par arrêt de bus. C'est une subvention de 12 000 € qui sera octroyée à la ville de Kunzich. Pour cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et pour le point 6. Et donc on arrive au contentieux qu'il y avait avec la ville de Gondrange. Il est proposé donc au comité syndical de verser à la ville de Gondrange une subvention de 5 765,45 €, de demander à la ville de Gondrange de retirer son contentieux et d'annuler la procédure en défense du SMITU. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Oui, plusieurs abstentions. Ok. Est-ce que tout le monde a réussi à compter? C'est bon pour... C'est tout bon? Tous les délégués de Cattenom. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres abstentions? Je vous remercie. Nous en arrivons aux conventions de financement concernant les travaux Cœur de Ville, Cœur de Fensch. Monsieur Schulz. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Bonsoir à tous. Donc, au point numéro 7, la CAVF met en œuvre des travaux de requalification de voirie et d'enfouissement dans le cadre de Cœur de Ville, Cœur de Fensch, sur la RD 952 pour les communes de Cérémange et de Florange. Il est donc proposé de conclure une convention avec la CAVF dans le but de rationaliser l'utilisation des deniers publics pour les parties qui concernent le SMITU. Cette convention prévoit en conséquence le paiement par le SMITU à la CAVF des travaux effectués pour le compte du syndicat à une somme estimée à 62 229,98 centimes d'euros, majorée le cas échéant des révisions de prix. Donc il nous est demandé de valider les termes du projet de convention, qui, je vous le rappelle, est joint en annexe, d'autoriser en conséquence le paiement par le SMITU à la CAVF de la somme de 62 229 euros et d'autoriser le président du SMITU à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je repréciserai que pour les deux points 7 et 8, je ne participerai pas non plus au vote. Oui, je m'associe à ce que vient de dire monsieur le maire de Florange, puisque
puisque je suis aussi élu à la ville de Fleuranges. Et je me demande si les élus de la ville de Sorey-Mangers-Ange ne devraient pas faire de la même. Enfin là, c'est une convention qui lie la CAVF avec le SMITU. On parle... Voilà, merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce qu'il y a des réactions ou des commentaires? Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Très bien. Et le point numéro 8, Monsieur Schultz. Alors le point numéro 8, c'est quasiment la même chose, avec une convention avec la ville de Fleuranges pour les travaux d'enfouissement et des réseaux de requalification de voirie et d'enfouissement de réseaux pour l'avenue de Lorraine à Fleuranges. Et là, pour le coup, cette convention prévoit le paiement par le SMITU à la ville de Fleuranges d'une somme de 75 642 € hors taxe pour ces projets de travaux. Donc il est demandé au comité syndical de valider les termes du projet de convention et d'autoriser en conséquence le paiement par le SMITU à la ville de Fleuranges de la somme de 75 880 €. Merci. Réaction? Même chose, même tarif. Allez, donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne, donc à l'unanimité, merci. Et je repasse le micro à Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Vice-président. Donc, nous continuons avec deux autres conventions, Monsieur Schultz, concernant les financements Ville de Thionville et les ouvrages d'art et la Porte de France-Thionville. Exactement. Donc, dans le cadre du projet BHNS, toujours, on doit signer des conventions de financement avec la Ville de Thionville, d'une part, et la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville, d'autre part, concernant les deux ouvrages d'art en cours de finition, à savoir le pont Adenauer et le pont Alcide de Gasperi. Donc ces travaux ont été réalisés pour la ville de Thionville et pour la communauté d'agglomération de Porte-de-France par le SMITU. Je parle notamment de la mise en place de gaines pour la fibre communautaire. Je parle également de la réalisation de travaux de conduite d'eau potable dans les deux ouvrages. Je parle aussi de la réalisation de 2 conduites de réserve pour de l'eau usée sur le pont de Gasperi et le dévoiement de conduite au niveau du pont Adenauer. On parle aussi également de la réalisation de la mise en valeur du pont Adenauer, donc ça c'est tout ce qui est système de LED, et la réalisation d'un aménagement paysager supplémentaire au niveau du parc Napoléon. Donc en conséquence de quoi, il est proposé de conclure 2 conventions, une pour chaque partenaire, donc une pour la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville et l'autre pour la ville de Thionville, en fonction des compétences respectives des 2 parties. Pour des raisons d'efficacité technique et financière, il a été convenu entre les parties la mise en œuvre d'une maîtrise d'ouvrage unique pour l'exécution des études et les travaux qui ont été réalisés par le SMITU. L'évaluation financière de l'ensemble de ces travaux est d'un montant prévisionnel de 1 650 000 € hors taxe. Et ce montant-là sera ajusté en fonction de l'exécution des travaux qui sont en passe d'être terminés. Donc il appartient à la ville de Thionville et à la CAPFT de définir la répartition du financement de ces travaux en fonction des 2 collectivités. Donc il est demandé au comité syndical d'autoriser le président du SMITU à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Ça rejoint les différentes demandes de Michel Paquet. Monsieur le Président, déjà, je tenais à vous remercier qu'après 2 ans de demande des élus de la CCE sur ce point, enfin, vous avez porté ce point à l'ordre du jour. Et merci à votre bureau. Mais aujourd'hui, je ne peux que vous conseiller de le retirer. Légalement, la convention doit être annexée. Donc on n'est pas du coup à 15 jours près, et faisons en sorte que la convention soit annexée à la délibération de manière à ce que les délégués, et c'est juste la loi et c'est juste juridique, que les délégués aient la convention à côté et qu'ils votent en connaissance de cause des répartitions de la ville et de l'agglo. Donc je ne peux que vous encourager, moi, à retirer ce point. Maintenant, si vous le maintenez, nous ne voterons pas contre, nous nous abstiendrons, mais c'est juridiquement qu'un conseil et je pense que vous pouvez me faire confiance là-dessus.
Alors, Monsieur Paquet, je vous le dis, je pensais, quand on a prévu avec le bureau syndical depuis le début juin de vous présenter ce point, nous pensions avoir effectivement les conventions à vous annexer. Les choses sont encore en négociation et après discussion avec les services, à la fois de la ville de Thionville et avec les services du SMITU. Il nous a semblé opportun déjà de mettre la délibération de principe qu'on aurait régularisée par une deuxième délibération avec la convention annexée au besoin. Si vous me demandez de retirer et que tout le monde est d'accord pour la retirer, la reprévoir avec une seule convention et une seule délibération, moi je n'ai pas d'opposition de principe. Je répète, l'ordre du jour avait été ainsi figé début juin et nous pensions, mais nous sommes encore en négociation et en discussion, puisque vous imaginez bien que des sommes aussi importantes sont en discussion devis contre devis, ou en tout cas dans l'analyse fine de ce qui est dans la convention pour voir ce qui est de la compétence de chacun. Et donc effectivement, les chiffres que nous avons mis dans cette délibération sont en tout cas la version du syndicat. Après, effectivement, nous sommes encore en discussion et il y a encore des éléments d'appréciation à quelques dizaines de milliers d'euros près. Il y a encore des éléments d'appréciation qui sont en discussion avec la ville de Thionville d'un côté et que l'agglomération Port-de-France de l'autre. Je ne sais pas si les autres membres du bureau ont un avis particulier sur le fait de retirer ou de maintenir. Je ne sais pas, Laurent, ce que toi t'en penses? Non, mais j'ai aucun souci à ce qu'on puisse reporter le point avec les conventions. Avec les conventions mises à jour à la fois pour la ville de Thionville et à la fois pour la communauté d'agglomération Port-de-France. Bon, il faut savoir que les négociations, on va quand même le dire, elles se sont déroulées sereinement entre les trois collectivités. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des travaux qui ont été réalisés et il faut aussi qu'on puisse se mettre en accord sur le montant précis entre ces trois collectivités-là et notamment aussi sur celle de Port-de-France-Thionville et la mairie de Thionville, quant à savoir qui prend quoi en charge. Donc ça, il y a encore aussi une partie de négociation avec ça. Oui, Patricia. Moi, je crois qu'effectivement, il serait sage pour éviter toute suspicion, tout éventuel contentieux complémentaire, qu'on ait effectivement l'ensemble des éléments et qu'on puisse, que vous puissiez voter sur un dossier complet sans qu'il n'y ait plus à discuter ou à inventer ou à suspecter, ou que les choses soient claires pour tout le monde, y compris pour la ville de Thionville et pour la communauté d'agglomération. Donc moi je crois que c'est bien de reporter, pas au calendrier grec bien sûr, mais il faut s'en préoccuper, mais avec l'ensemble des éléments, qu'on ne revienne pas à nouveau sur ce dossier. On est bien je d'accord. crois qu'il faut qu'on l'entérine définitivement. Avec un chiffrage définitif et clair pour tout le monde. On est bien d'accord. Pas de souci, donc je vous propose de reporter le point dès qu'on a une convention. Je parle sous le contrôle des services, c'est la même chose pour le point 10. Donc la convention sur la navette électrique n'est pas encore définitivement actée. Est-ce qu'on reste sur la même logique et on attend d'avoir la convention définitive, même si le chiffre est clair? Bernard, tu veux prendre la parole? Il y a moins d'enjeux, oui, c'est sûr qu'on parle de 19 000 euros, on ne parle pas de 1 million. On est d'accord. Ah, le chiffre peut encore évoluer. Bon, alors si le chiffre évolue, donc on reporte également le point 10, messieurs, dames. Par contre, Bernard, je te laisse la parole pour le point 11. Alors, le point 11 concerne une opération qui a eu lieu le 27 juin dernier, qui a consisté donc à accueillir sur le territoire de la communauté d'Agglo la flamme olympique. Dans ce cadre-là, il y a eu, comme notamment Thionville et Yutz étaient fortement impactés, la majorité des routes étaient barrées, le réseau Citéni n'a pas pu fonctionner normalement et cela a été bien évidemment anticipé. Il y a eu des navettes qui ont été mises en place entre Bassam par exemple et Yutz, et aussi au niveau de Thionville, au niveau de Metsange. Et donc il y a eu une demande qui a été exprimée en accord avec le délégataire, avec Keolis, c'est de mettre en place l'après-midi du 27 une organisation particulière pour acheminer les gens autant que faire se pouvait sur le secteur de Thionville notamment et de Yutz. Donc des navettes ont été mises en place et il a été décrété aussi, deux communes, la commune de Thionville et la commune de Yutz, ont souhaité que ces navettes puissent être accessibles gratuitement.
Et donc, le délégataire a estimé la perte liée à cette opération à 3 300 €. Cette somme sera prise en charge à raison de 50% par chacune des deux collectivités. Voilà, donc il y a une convention de financement tripartite qui est en cours. Alors, je ne sais pas si elle est réalisée, Madame Colneau. Toujours pas non plus. Mais ça va. Le chiffre est clair. Le chiffre est clair, là. Voilà. Donc, voilà. Le bureau syndical, en date du 4 juin, a donné un avis favorable et la commission technique réunie, en date du 24 juin, a également donné un avis favorable à cette proposition. Voilà. Sur ce point, je permets de dire aussi qu'il y a, et je l'ai rappelé lors de la commission technique, mais je le redis dans cette instance, l'intérêt aussi, je pense, aujourd'hui, c'est d'avoir une règle et une clé de lecture claire dans le cadre des événementiels que les communes, que les agglos peuvent aussi mettre en place, et quand les collectivités peuvent ou veulent demander aux syndicats un service de transport spécial dans le cadre d'un événement, l'idée était d'avoir une règle claire, et le bureau a profité aussi de cette discussion autour de la flamme pour afficher effectivement une règle claire, c'est-à-dire qu'effectivement le SMITU n'avait aucune problématique pour mettre en place un service spécial, à condition que tout soit conventionné et que effectivement la collectivité rembourse le coût de cet événementiel d'une certaine manière au syndicat. Et quel que soit l'événement, je pense que c'est une règle claire qu'on doit pouvoir s'appliquer pour tout le monde. Et j'appelle aussi toutes les collectivités qui le veulent, qui peuvent aussi solliciter le syndicat et le réseau de transport dans le cadre de ce type de choses. On sait qu'il y a bien des événements qui pourraient être éligibles à ce type de demande, qui ne le font peut-être pas ou qui n'y pensent peut-être pas. Et effectivement, là au moins on a une règle et une clé de lecture et un précédent qui nous permet de figer cette règle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Et je vais prendre la parole pour vous lire une motion, et je peux peut-être la laisser à Monsieur Weiss ou à Madame Pina. Une motion, oui. Monsieur Weiss, c'est le temps des motions. Merci, Président. Donc, je peux soit vous lire toute la motion, mais peut-être que certainement vous l'avez tous bien lu et même apprise par cœur. Mais en tout cas, j'ai souhaité avec Madame Rebstock-Pina que le Président propose cette motion également auprès du SMITU qui concerne la fermeture de la route entre Rédange et Bellevaux. Je pense que ça parle peut-être un peu plus aux élus de la CCPHVA qui ont été également sollicités pour signer des pétitions, mener des actions peut-être. Donc aujourd'hui, au niveau du conseil départemental de la Moselle, cette motion a été adoptée à l'unanimité par les 54 conseillers départementaux. Alors aujourd'hui, le gouvernement luxembourgeois se veut plutôt rassurant dans la fermeture de cette route et des discussions sont encore à venir. Mais les élus du territoire ont souhaité quand même prendre les devants, interpeller les députés pour que cette décision puisse être rediscutée. Le président Weiten a interpellé donc les élus côté luxembourgeois, également côté français, également le préfet et le sous-préfet, donc le président du GECT, pour mener à bien notre action. Donc voilà. Donc l'objectif, ce n'est pas notre objectif est d'empêcher la fermeture de cette route pour éviter un report de trafic également donc, dans la commune de Deltiche qui serait vraiment préjudiciable alors que l'on connaît déjà toutes les difficultés de circulation dans cette commune le matin et le soir. Voilà, donc il y a des schémas de mobilité encore qui sont en train d'être travaillés du côté luxembourgeois, mais il faut vraiment qu'on soit attentif à ce genre de décision, travailler main dans la main avec le gouvernement luxembourgeois sur l'élaboration d'un schéma de transport, mais également de desserte, travailler comme on l'a fait avec le P+R de Thionville-Metzange pour essayer un maximum de pouvoir garer les véhicules donc de nos frontaliers en amont des gares, etc., pour soulager donc, tout le secteur routier et nos routes départementales. Et on connaît toute la problématique, notamment à partir d'Omès jusqu'à Esch-sur-Alzette.
donc pour se rendre chaque matin sur son lieu de travail. Voilà. Donc j'en appelle encore de nos voeux, de mes voeux, que la région Grand Est, d'ici le début de l'année, pourra rendre son rapport au niveau du SERM avec la réouverture de plusieurs lignes ferroviaires sur le département de la Moselle, hein, pas que sur le canton d'Algrange, mais bon, nous, en tant que conseillers départementaux du canton d'Algrange, nous défendons et nous maintenons cette position que si l'on veut soulager nos routes départementales, ce ne sera pas que par la 31 bis, ce ne sera pas que par des contournements, mais cela passera par la réouverture de nos haltes ferroviaires avec des créations de hubs de mobilité avec des P+R en amont pour éviter un maximum de se retrouver au bout de l'entonnoir dans nos communes proches de la frontière. Voilà. Donc c'est cette motion que l'on veut vous proposer, que j'espère que nous adopterons à l'unanimité comme on l'a fait au niveau de l'Assemblée départementale. Mais voilà, c'est vraiment, je pense que les élus sont très inquiets, les élus du canton d'Algrange, mais notamment de Daltiche et des communes voisines sont très inquiets de voir donc ce flux de véhicules arriver dans les communes si cette décision était prise. Voilà. Je ne sais pas si Alexandra, tu veux ajouter quelque chose ? Non. Voilà. Donc nous vous proposons ce soir cette motion et de la voter si vous le souhaitez. Merci, monsieur le vice-président. Monsieur Paquet. Monsieur le Président, cette problématique du côté luxembourgeois, le territoire de la communauté de communes la connaît déjà depuis un temps certain. Plusieurs des voiries de certains villages ont été coupées. Des liaisons Bayonne-Gondren ont été fermées, des liaisons Hagen-Élange ont été fermées et d'autres. Donc je pense qu'à un moment donné, à mon avis, la motion doit englober le fait que le Luxembourg arrête d'une manière unilatérale de couper l'ensemble des voiries qui vont vers son territoire. Et à minima, qu'il y ait une concertation avec les maires des communes quand on est sur des chemins ruraux ou communaux, et à minima avec le département. Voilà, donc sur ce point-là et sur cette notion, je pense que on peut que vous rejoindre, mais on ne doit pas, à mon sens, que s'arrêter, notamment si ça va jusqu'à la commission intergouvernementale, on ne doit pas s'arrêter qu'aux voiries de Rédange et du PIO. Voilà. Et puis juste, alors au département, on appelait ça faire un cavalier. Je profite un peu des problématiques de voirie et autres. Moi, je souhaitais quand même qu'on soit aussi très vigilant avec cette Assemblée nationale instable sur l'avenir de la 31. Parce que lorsqu'on parle de trafic dans nos villages, lorsqu'on lit le programme d'un des groupes majoritaires, il n'y a plus du tout d'infrastructure autoroutière qui est réalisée. Donc je pense que le SMITU, qui veut devenir un syndicat de toutes les mobilités, on doit être aussi très vigilant sur ce que sera l'avenir de la 31 dorénavant. Voilà. Et Monsieur Paquet, je vous rejoins sur votre cavalier. Je commencerai par là pour revenir au sujet local. Mon interrogation, elle porte même sur le SERM, puisque le SERM a été engagé et validé heureusement juste avant les perturbations parlementaires, a été conforté par une voie express. C'était le choix de la région et heureusement ce SERM Lorraine-Luxembourg est maintenant lancé. Donc on peut dire que c'est plus simplement un projet, il est lancé. Maintenant, l'avenir des fonds, on commence à voir des articles, regardez dans la veille d'actualité ce matin, que la question des financements liés au SERM pouvait être remise en cause en fonction des choix gouvernementaux si on regarde les programmes politiques des uns et des autres. Je rappelle également, on parle d'un groupe politique certes majoritaire qui ne veut plus de nouvelles infrastructures autoroutières. Il y en a un autre qui parle de plus d'infrastructures payantes. Et aujourd'hui, on sait que le sujet de la 31 bis ne fonctionne pas sans la question du péage. Donc qui remettrait également en cause la question de l'équilibre de cette A31 bis et de son fonctionnement.
Donc je le dis, effectivement, on doit être très attentif en fonction de cette évolution-là, parce que nos projets, nous sommes dans un carrefour des mobilités dans ce Nord-Moselle, et je pense qu'on serait les premières victimes d'un soubresaut de tous les excès qui peuvent émerger autour de ces questions des mobilités. Et effectivement, on a un véritable rôle en la matière de rappeler peut-être aux législateurs locaux ou nationaux les responsabilités sur ce territoire de nos problématiques de territoire, qu'elles soient autoroutières, qu'elles soient routières ou qu'elles soient de rail, et de perspective sur la question du rail, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir encore 10 ans de gel des questions de nos infrastructures. Pour revenir sur la question plus globalisante, je note que donc, vous ne remettez pas en cause, M. Paquet, et je vous en remercie, cette motion, et que je pense qu'on peut la voter, si vous le voulez bien, à l'unanimité ce soir, je l'espère en tout cas. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on puisse travailler avec les services, avec les vice-présidents, sur l'ensemble de ces voiries et le maillage de toutes ces voiries qui ont été fermées à l'échelle du Luxembourg sur les différents territoires transfrontaliers, et qu'on puisse se faire peut-être un petit temps technique pour bien appréhender les enjeux de manière globale sur l'ensemble de notre périmètre, et pour qu'on puisse peut-être abonder la conférence, enfin en tout cas le PMF, et solliciter les instances qui peuvent avoir une influence sur la CIG en la matière. Voilà. C'est une proposition. On va essayer de reprendre contact avec vous et peut-être avec la CCPHV de manière plus globale, savoir si au-delà de cette voirie en question, il y en a d'autres qui peuvent être évoquées avec l'ensemble des parties prenantes. En sachant, je rappelle aussi que le Luxembourg s'est engagé à la demande du gouvernement français jusqu'ici dans une logique de travail transfrontalier sur un schéma de mobilité transfrontalière. Là encore, on nous attend d'incertitude, on ne sait pas où ça va. Mais en tout cas, ça doit faire partie des sujets qui peuvent être abordés au moment où on parle d'un schéma transfrontalier, d'éviter ces questions unilatérales. Donc je reprends donc le vote sur cette motion. Est-ce que, concernant cette motion, il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette belle unanimité. J'arrive maintenant à 4 points d'information. J'en vous présenterai 3 qui sont en fait simplement le principe de une information des décisions du bureau sur des recrutements qui sont en cours au sein du syndicat. Bien évidemment, la création d'un poste de directeur général, de quelqu'un que vous avez déjà tous appréhendé, puisque y a quelque temps maintenant qu'il est dans le paysage du SMITU pour nous accompagner en tant que directeur général des services du syndicat, Monsieur Gleiser, qui est ici même. La modification du tableau d'effectifs et des créations de postes et modification du tableau des effectifs qui vont avec. Non pas simplement pour ce poste, mais également, c'est l'occasion pour moi de rappeler que nous avons recruté un petit peu de monde à côté du directeur général, puisque nous avons également un ingénieur qui arrivera fin septembre, 15 septembre. Nous avons un chargé de communication qui arrivera dans quelques jours, le 17 juillet. Et nous avons une assistante de direction qui arrivera également début septembre. Donc nous essayons de réarmer un petit peu en ressources humaines le syndicat, et nous avons quelques recrutements qui sont là. Nous avons encore des recrutements à faire. Nous avons encore au moins 2 voire 3 recrutements qui sont en cours pour continuer à redonner toutes les compétences au syndicat pour permettre d'assurer le bon fonctionnement de ce service public de transport et de mobilité. Et je vais passer maintenant la parole à M. Vénan pour le point sur les validations du réseau de septembre 2024. Merci, Président. Alors effectivement, on vous a transmis un magnifique document qui a été établi, qui récapitule un peu toutes ces évolutions. Alors je rappelle simplement qu'il y a eu tout un processus qui a été mis en place au travers des 14 réunions publiques qui ont été animées par le Président et les membres de son bureau, dans différentes communes du territoire. Il y a eu 14 réunions au total, donc 11 avec les usagers du territoire, une avec le corps enseignant des établissements scolaires, une avec les entreprises et une avec les 35 maires et présidents de PCI du territoire.
Bon, à l'issue de ces réunions, il y a des choses qui ont été... Donc à chaque fois, nous avions le délégataire qui était présent. On remercie encore d'avoir été là pour répondre aussi aux questions qui pouvaient lui être posées. Et donc, à l'issue de chacune de ces réunions, il y a eu des avancées qui ont été actées et qui ont été ensuite mises en œuvre dans le cadre du plan de transport par le délégataire. Là, je pense tout particulièrement à la première, je crois que c'était la première réunion publique qu'on a faite, c'était à Algrange, hein, lorsque voilà, c'était une des demandes récurrentes et pressantes du maire d'Algrange, c'était le fait qu'il avait des élèves qui allaient à Famec et qui n'avaient pas de liaison directe, qui devaient prendre des différentes correspondances pour arriver au lycée. Et donc, il demandait à corps et à cri qu'on puisse lui trouver mettre en place en tout cas une desserte plus rapide et directe. Donc ce soir-là, dans la semaine qui a suivi, il y a eu donc des choses qui ont été mises en place. Et puis depuis, il y a une desserte matin et soir qui permet d'acheminer les enfants d'Algrange vers Famec. Donc vous avez, je ne sais pas si on projette quelque chose, vous avez effectivement des choses qui ont été mises en œuvre dès novembre 2022, qui résultaient aussi d'adaptations qui ont été proposées par le délégataire, des adaptations au vu de la fréquentation des différentes lignes. Je ne pense pas qu'il soit utile, mesdames et messieurs, ici, de s'appesantir sur ces différentes évolutions qui ont eu lieu déjà au mois de novembre. Je vous propose plutôt de nous arrêter sur des choses qui vont se passer au mois de septembre prochain. J'évoquerai simplement au passage quelques évolutions intervenues au mois de mars, parce que je pense qu'elles étaient importantes. C'est donc cette fameuse prolongation de la ligne S04, des liaisons directes vers Algrange, mais aussi quelque chose d'important, parce que lors d'une de ces réunions, je crois que c'était à Autange, il est apparu clairement que dans certains cas, il y avait des enfants qui restaient sur le bord de la route parce que le bus ne passait pas ou parce que le bus avait un retard conséquent. Et suite à cette observation, il a été mis en place par le délégataire une astreinte sur la période de 6h30 à 8h et le soir de 16h30 à 19h qu'on pouvait appeler et le délégataire s'engageait à déléguer sur place un collaborateur avec un véhicule pour aller récupérer les enfants qui étaient en déshérence à certains endroits. En avril aussi de cette même année, de l'année 2024, on a aussi beaucoup travaillé sur les correspondances, notamment entre Lombranche et Fontoy. Voilà, il fallait le monsieur le maire de Fontoy et de Lombranche avait attiré notre attention sur le fait que les correspondances étaient difficilement tenues. Et donc, il y a eu un travail aussi important qui a été fait avec le délégataire pour fiabiliser ces correspondances. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que les choses soient arrangées. Et puis aussi en mai 2024, il y a eu sur la ligne 44, 9 chefs Famec. On a ajouté 2 courses pour permettre une entrée en cours à 9h et une sortie à 15h30 pour les élèves qui étaient scolarisés au collège Hurlevent et qui sont domiciliés à 9 chefs. Voilà. Ces évolutions, effectivement, elles ont toutes soit eu pour origine le fait de fiabiliser les correspondances ou d'améliorer les correspondances, soit d'apporter des compléments ou en matière de fréquentation pour pouvoir asseoir la plupart des gens et faire en sorte que tout le monde puisse être transporté. Et puis aussi, ça c'est tout ce qui a pu être fait, c'est lié aussi au fait que la situation au niveau des conducteurs chez Keolis s'est quand même nettement améliorée, et ce qui a permis aussi d'injecter des moyens supplémentaires pour densifier un certain nombre de dessertes et dans ce cadre-là, de revenir, dans certains cas, à la situation nominale. Je rappelle simplement que lorsque, en 2021 et 2022, il y a eu des plans de transport adaptés qui ont été mis en place, ces plans de transport adaptés ont consisté à chaque fois à diminuer l'offre parce que nous n'étions pas en capacité
d'assurer les courses qui étaient prévues dans le cadre de la délégation de service public qui nous liait aux délégataires. Donc voilà, le retour à meilleure santé et à plus de conducteurs permet donc désormais de regarder plus sereinement les choses et d'envisager un retour à une situation nominale plus importante. Et on le verra tout à l'heure quand je vous parlerai du bilan kilométrique qui a été fait, qui entrera en vigueur donc au mois de septembre prochain. Alors, pour ce qui concerne les principales modifications, une des principales modifications, ça concerne la ligne S12. La ligne S12, c'est la ligne qui vient de Manom et qui va jusqu'à Linquelin. Cette ligne S12 qui, comment dirais-je, fonctionnait très bien dans une de ses parties, notamment entre Manom et Thionville. Par contre, n'était pas, sur la base des analyses qui ont été faites par le délégataire, n'était pas très efficiente sur sa partie, comment dirais-je, Thionville vers Thionville-Bel-Air et ensuite vers Linquelin. Donc, ce qu'il est envisagé et ce qui sera mis en application au mois de septembre, c'est que cette ligne sera, dans sa partie origine, c'est-à-dire entre Manom et Thionville, sera maintenue en l'état, puisque ça fonctionne bien, c'est surtout du scolaire, et donc ça restera en l'état. Par contre, sur le tronçon Thionville-Gare, Thionville-Hôpital de Bel-Air, on va créer une nouvelle ligne, la ligne S02. Cette ligne S02 circulera dans une amplitude entre 5h et 21h. Elle aura une desserte, un cadencement à 15 minutes sur cet axe-là. Ensuite, il y a le tronçon Thionville-Foch vers Thierville-Saint-Jean, qui va lui être désormais appelé ligne S013, avec une amplitude de 6h à 20h et une fréquence toutes les 30 minutes. Et enfin, sur la partie Thionville-Bel-Air vers Florange-Moulin d'Aspy, ce tronçon sera donc baptisé S14, une nouvelle ligne, qui circulera dans l'amplitude 7h à 20h et qui aura une fréquence toutes les 30 minutes. Dans ce cadre-là, on a également contractualisé avec le département pour permettre l'utilisation des lignes fluo 40 de la ligne 46 par les enfants d'Autange pour pouvoir se rendre à Famec notamment. Donc une convention a été signée dans ce cadre-là. Autrement, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à partir de septembre, les lignes S20, S21 seront prolongées, qui actuellement s'arrêtaient à Foch, seront prolongées jusqu'à la gare de Thionville. Voilà. En attendant les ponts, la mise en service des ponts, on ira quand même jusqu'à la gare. Sur la ligne S04 entre Algrange et Famec, cette ligne sera prolongée jusqu'à la zone Feltière à Famec. Avant, je rappelle qu'elle s'arrêtait à la Cité des Sports. Là, les fréquences sur ces lignes-là restent inchangées. Voilà. Ouais, je crois que là-dessus, est-ce que je peux vous dire autre chose là-dessus? Ouais, alors sur la ligne S14, alors je vous le disais, entre Bel-Air, qui va de Bel-Air jusqu'à Moulin d'Aspy, elle passe bien évidemment par le Linquelin et par Supergreen, et donc son cadencement, je l'ai dit, sera de 30 minutes. Voilà. Donc, dans le document qui vous a été transmis, mesdames et messieurs, vous avez les cartographies qui reprennent ce que je vous ai dit, et notamment les parcours de ces lignes S02, S13 et S14, avec à chaque fois la fréquence et l'amplitude de desserte. Donc, je pense que voilà, il n'y a pas lieu de dire autre chose là-dessus. Et simplement aussi des évolutions qui interviendront en septembre, à partir de septembre prochain, sur la desserte des dimanches et qui concerneront notamment les lignes D25 et D26. Alors la D26, elle fait c'est Yutz-Thionville, voilà, et la ligne D25, c'est Yutz-Thionville-Hayange.
Donc, sur cette première ligne, il y aura une augmentation de l'amplitude. Elle passera donc de 8h à 19h et une fréquence toutes les 60 minutes. Sur la D26 Thionville, il y aura aussi la desserte Kinécolis-Thionville aux horaires d'ouverture de ce cinéma, bien évidemment, sans modification de l'amplitude ni de la fréquence. Et enfin, il y aura un dispositif qui sera mis en place de transport à la demande pour assurer la desserte qui sera proposé aux 35 communes du territoire le dimanche, entre 8h30 et 17h30, avec 36 courses. Et vous avez dans le document, vous avez une carte qui schématise ce dispositif. Alors, ce dispositif, ça sera donc une expérimentation et qui consistera à mettre en place un TAD, un transport à la demande flexo, qui permettra de relier les communes non desservies par les lignes du dimanche, avec certains points d'intérêt identifiés. Et quels sont ces points d'intérêt identifiés, mesdames et messieurs? Ce sont le cinéma, la zone commerciale du Linclin à Géric, l'hôpital Bel-Air, la place Foch de Thionville et la gare de Thionville. 36 courses au total. Vous avez la cartographie qui montre que de chacun, il y a 4 axes en provenance des différents territoires qui convergent vers ces points remarquables de Thionville. Le principe, c'est que depuis ces zones, on proposera une arrivée au point défini à soit 8h30, 10h15, 12h30, 14h45 et 16h30. Au départ, pour le retour, le départ se fera depuis ces points à 10h15, 12h30, 16h15 et 17h30. Il faudra bien évidemment, puisque c'est du transport à la demande, il faudra que les personnes qui souhaitent disposer de ce service en demandent la réservation la veille jusqu'à 18h. Et je rappelle que le prix que sera payé par les utilisateurs de ce service, c'est le prix d'un billet habituel. Et l'arrêt qui sera desservi, ce sera l'arrêt le plus proche de celui où habite le client demandeur. Voilà. L'ensemble de ces différentes évolutions, vous avez un tableau qui s'intitule évolution kilométrique, je ne sais pas si on peut le projeter, on voit que, je rappelle que dans la délégation de service public, le kilométrage qui était demandé aux délégataires, c'était 3,9 millions, 3,890 000, bon, je pense. En 2021, on était à 3,890 000 km. En janvier 2022, on était à 3,803 000. En novembre 2022, on est descendu à 3 058 000 km, toujours sous l'effet des plans de transport adaptés. En septembre 2023, on est remonté à 3 222 000 km. En avril 2024, nous sommes à 3 340 000 km. Et en septembre, lorsque le dispositif que je viens de vous présenter sera mis en place, nous serons à 3 804 000 km. Et bien évidemment, on n'est pas intégré dans ce décompte le transport à la demande. Voilà, donc vous pouvez constater qu'on est pratiquement au kilométrage qui avait été annoncé ou demandé dans le cadre de la délégation de service public. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas saoulé, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le vice-président. Merci, Bernard, pour ce travail et cette présentation. On peut l'applaudir. Vous pouvez, si vous voulez. Voilà. Non, mais voilà, je pense qu'on peut vraiment applaudir aussi les équipes du délégataire qui ont fait ces propositions de modification avec lesquelles on a travaillé, et Bernard Vénon a collaboré avec les services de Keolis pour pouvoir bien figer toutes ces évolutions et pour pouvoir faire ces propositions au bureau et maintenant cette information et cette présentation devant cette Assemblée afin d'améliorer le service public et afin de répondre à toute cette concertation, à cette phase de concertation où on a vu, on l'a déjà dit, quelques trous dans la raquette et il fallait combler ces trous dans la raquette et les propositions qui nous ont été faites nous permettront inévitablement maintenant d'avoir des solutions à proposer face aux problématiques
qui était celle des concitoyens de notre territoire. Et je rappelle les axes forts quand même, et je pense qu'il faut s'attarder sur la réalisation maintenant de ces 3 800 000 km et le fait que nous avons maintenant plus de chauffeurs que de bus et de cars. Il faut savoir le dire, je pense que c'est une bonne nouvelle. Nous avons plus de chauffeurs que de bus et de cars, je le dis avec un peu d'ironie, parce que pendant des années et pendant de nombreux moments durant cette assemblée et dans cette assemblée a été dit qu'il manquait des chauffeurs. Je crois qu'aujourd'hui on peut saluer le travail des équipes de M. Thonon, puisque nous avons maintenant de quoi répondre aux obligations contractuelles, ce qui nous responsabilise, nous et cette gouvernance, puisque nous avons lancé, et je le dis aussi à tout le monde, les appels d'offres qui étaient nécessaires pour pouvoir lancer les acquisitions des nouveaux cars, notamment, et peut-être Bernard rappeler le nombre de cars qui sont en cours d'acquisition, cars et bus. Il y aura 23 cars qui vont être commandés et il y aura aussi quelques articulés qui vont être mis en... Enfin voilà, je crois que de l'ordre de 3 à 4, et puis quelques bus standards également. Donc nous sommes dans un délai de quelques mois sur l'acquisition de entre 3 et 5 articulés, je crois que c'était ça, et 2 ou 3 bus habituels, plus donc 23 cars pour remplacer les contrats de location. Tout ça a été prévu au budget et les marchés sont en cours d'élaboration, voire attribués pour certains, ou lancés, pas attribués mais en tout cas lancés. Donc voilà, la dynamique de remplacement du matériel est également en place. Madame Pouget. Oui, 18 mois pour les cars neufs. Oui, je ne vais pas laisser Monsieur Paquet vous féliciter sur chaque point. Je vais quand même le faire moi aussi. Je l'avais déjà fait la dernière fois quand vous aviez présenté déjà la première modification. Je veux vous reféliciter encore aujourd'hui parce que voilà, on voit que les choses avancent, on voit que les choses sont prises en main, on voit que nous sommes entendus, que les habitants sont entendus, que les communes sont entendues. Bon, Monsieur Thonon, n'oubliez pas la ville de Yutz, mais bravo et félicitations pour toutes ces avancées en aussi peu de temps. Et je suis très heureuse d'avoir participé à ce conseil syndical qui me met du baume au cœur avant les vacances. Eh ben, je pense que ça peut être les mots de la fin si vous le voulez bien. Merci à tous. Bon match à tous.